On part pour l'analyse du chapitre 1174, ce qu'il y a de plus fort au monde. Déjà, ce que le chapitre nous montre, c'est vraiment que c'est l'amour en fait qui est plus fort que tout, quoi. C'est ça, le centre du chapitre, c'est la partie de l'amour. Donc c'est ça qu'indiquait le titre, j'imagine. Parce que en fait toute la critique se fait sur ça. Somers qui voit la mort des enfants comme quelque chose de merveilleux, cruel, etc. parce que ça va faire souffrir, etc. Et en fait, les gens, au final, les enfants se critiquent, ont une autocritique d'eux-mêmes par rapport à leur comportement. Et on voit que les mamans, et maintenant, quoi qu'ils fassent, une maman est là pour les protéger. Pas qu'une maman, un frère, ça peut être un parent de cœur, comme pour Johanna, qui a pas de parents, et donc c'est la maîtresse qui vient, qui dit je peux remplacer tes parents, il n'y a pas besoin de lien de sang, il n'y a pas besoin que les parents soient là, ça peut être un grand frère, ça peut être le papy, les grands-parents et tout ça. Quoi qu'il arrive, c'est la famille, on est là pour protéger nos enfants. Et voilà, c'est ça c'est beau. Je trouve que c'est très très beau, c'est très bien amené par Oda. Et franchement, honnêtement, hein, quand j'ai lu là la partie où la maman se sacrifie, ou un des trucs que j'ai trouvé le plus touchant, c'est le fait que l'enfant, le petit qui critique sa mère, et bien en fait, elle a beau être critiquée, elle est là pour le protéger. Et aussi, voilà, la maîtresse, je trouvais ça très très émouvant. Franchement, ça a failli m'arracher une larme. Et je trouve que c'est très très bien amené, très très bien mis en place, mise en scène. Il y a la petite critique sur les enfants aussi qui est mignon, c'est mignon en fait. On voit que on l'a tous vécu. Si on a des enfants, on a des enfants, et si vous avez des enfants, vous le vivrez. Vous vivrez ces moments-là, exactement pareil, genre Coran qui s'est battu pour un jouet, mais vous vivrez des moments pareils en fait. Et ouais, Rod est touchant aussi, ouais, parce qu'on s'imagine pas forcément le voir comme ça. Et c'est très bien amené, je trouve, avec l'autocritique des enfants, dire voilà, je ferai plus de bêtises, voilà, et donc s'il vous plaît, on veut pas mourir. Tu vois, et en fait, ce qui me touche aussi, c'est que on pourrait ramener ça aussi à ce qui se passe dans le monde avec certaines guerres. Je pense notamment en Ukraine, à Gaza, etc. On voit des enfants mourir, et surtout à Gaza, et aussi au Congo, dans tous les pays d'Afrique. C'est dur en fait de voir des images d'enfants qui ont rien demandé, qui sont sacrifiés en fait. C'est ça en fait, ils sont sacrifiés pour des choses qui ne les regardent pas en fait. Ouais, je trouve le lien est fort un peu avec ce qui se passe aussi actuellement. Et que le fait que des mecs comme Somers rigolent de la mort d'enfants, tu vois, c'est la critique, elle est forte aussi à ce moment-là, de ce truc-là. Comment on peut rire de la mort d'enfants? C'est atroce. Et que après, du coup, voilà, aussi c'est pareil. Que Loki est à qui ils disent qu'il a agi à contre-cœur, que son truc c'est la destruction. Ben non, on le sait très bien que c'est pas la destruction, son truc il détruit malgré lui. Mais c'est pas ça son truc, c'est pas la destruction. Ensuite, et là on va venir à la partie finale, voilà ce que j'ai noté. En fait, il y a un focus sur la neige. Et les rares fois où le tonnerre... Et là, en fait, ça fait une prophétie de Jarl
les rares jours où le tonnerre gronde et la neige tombe, une bête géante recouvrant le ciel fait son apparition, avec elle accompagnée des tambours de la libération, le dieu du soleil. Ça fait très prophétie. La neige et tout ça. En fait, la neige et tout ça, ça me fait penser directement au Ragnarok. Ragnarok, parce que en fait, si attendez, je vais faire ça. Est-ce que ça marche? Non, c'est pas celui-là, toujours pas. Non. Pourquoi ça marche pas? Celle-là, voilà. Là, je vais mettre ça. Ok. Le Ragnarok. Donc, je vais vous agrandir un peu, peut-être que... Hop, si vous voulez lire un peu aussi. Le Ragnarok, il arrive après 3 hivers consécutifs sans soleil. Un hiver de 3 ans sans soleil. Et ça s'appelle le Fimbulvetr. Donc voilà. C'est le grand hiver. Et le fait que quand Loki arrive avec de la neige, c'est symbolique, vu qu'il parle du Ragnarok, etc. Ça me fait penser à ça. Et si on vient du coup ici, on voit la majorité des divinités comme Odin, Thor, Freyr, Heimdall, Loki, mais aussi les géants, la quasi-totalité des hommes, ils mourront. Série de désastres naturels verra ensuite le monde submergé par les flots. On est quand même et détruit par les flammes. On est quand même pas mal sur ce qui se passe dans One Piece, hein, submergé par les flots, détruit par les flammes. Mais ça, je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait le rapprochement avec le Ragnarok dans mes vidéos il y a plus de 8 ans de ça, de One Piece et le Ragnarok. Donc c'est quand même fou que j'en parlais déjà avant du Ragnarok et qu'on y arrive en fait. En fait, dans le Ragnarok, en fait, pourquoi je pense pas que ça soit quand même Nidhogg, le dragon là. Je vous explique pourquoi. Dans la mythologie nordique, il y a 2 créatures qui sont vraiment les plus puissantes, imposantes et qui un peu cachent par exemple, qui peuvent cacher le soleil. C'est Fenrir et Jormungandr. Est-ce que je vais pouvoir peut-être les avoir vers ici? Hop. Ok, Naglfar c'est le navire. Surt arrive au sud avec son épée qui brille comme un soleil, les hommes font le chemin. Ok. Enfin, un dernier strophe, la volée décrit un dragon Nidhogg qui transporte des cadavres dans son plumage au-dessus de la plaine. La dernière phrase à présent, elle va disparaître, désigne un doute par elle. Elle releva dans tout le monde. Ok, ça peut être faire référence à Nidhogg. Ok. Ça, c'est vraiment la dernière phrase. En fait, il y a Fenrir. Pourquoi je pensais que c'était Fenrir? Parce qu'il y a le lien. En fait, Fenrir, il a été enchaîné. Fenrir a été enchaîné et il a été libéré avant le Ragnarok et il a tué Odin, donc le roi des dieux en fait. Jormungand est aussi dans la mythologie nordique, il est décrit comme un serpent ou un dragon. Un dragon géant. Il y a une phrase qui est très importante aussi. Encore jeune, Jormungand est élevé dans le monde des géants, Jotunheim, mais il est jeté dans la mer par le dieu Odin, puisque les prophéties présagent qu'il portera malheur.
Donc on est un peu aussi sur la même chose que ça, que Loki. La prophétie de Loki était qu'il porterait malheur à, à Harald. Et donc, et on s'en rapproche, je trouve. Et vu que Jormungand est un dragon et Jormungand est géant, je pense qu'il y a des chances que, en fait, ça soit le fruit du démon de Jormungand. Et donc, du coup, pas forcément de Fenrir. Mais, encore une fois, j'aimerais bien avoir les pages lecture en ligne du chapitre 1170 pour avoir le moment où Loki est transformé. Hop. Là. Et je mets ça. Attendez, hop. Je vais mettre là. Est-ce que ça marche? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Tac. Si je mets ça ici. Tac. Là, on est trop loin. C'est le chapitre précédent. Les pages là. Là, voilà celle-là. Je trouve là, quand même, que ça ressemble pas vraiment au dragon qu'il est. Ça me gêne un petit peu. Qu'on n'est pas... ça me gêne un petit peu. Du coup, je me dis, est-ce qu'Oda pourrait pas nous bait un petit peu et faire un fruit du démon? Ouais, un mix, la ressemblance et une existence, clairement, ouais. Ça pourrait être une forme hybride ou je sais pas quoi, après, je sais pas trop. Ouais, sûrement la forme hybride, c'est sûr. Mais est-ce que ça pourrait pas être un bait d'un fruit capable de morphisme entre les créatures, les différentes créatures de la mythologie nordique? Je dis ça, peut-être un truc comme ça, hein. Qui puisse en fait prendre des mix d'apparence. Tu vois, un coup le loup Fenrir, un coup le serpent Jormungand, un coup le dragon, un dragon Jormungand. Alors, moi je miserais soit sur le dragon Jormungand, parce que en fait, dans les chapitres précédents, il me semble que... Attendez, je vais revoir. Dans les chapitres précédents, il me semble que Jormungand est quand même un peu bien cité pour la fin du monde, il me semble. Et dans les rêves des enfants, quand ils citent les rêves, je crois que, par exemple, Nidhogg, il arrive très loin derrière. Et ça parle de Fenrir avant. C'est Fenrir, il y a Nika, après il y a Fenrir. Et juste après Nika, par exemple, il y a Fenrir. Attendez, faudrait que je retrouve le chapitre. Je suis en train de le chercher là. Je suis en train de chercher le chapitre. Hop. Tac.
Alors, comment je peux... Ça c'est chiant par contre, les recherches, parce que j'ai tout sur le téléphone, je pourrais trouver ça rapidement, mais vous le verrez pas, donc c'est un peu pénible. Tac, est-ce que si je viens là... je crois que c'est le chapitre 55. Non, ça c'est le flashback encore, 50. Ah, c'est le flashback encore, 45. Ah, c'est pénible. 110 sur la route du 10e district. Hop. Voilà, donc c'est un peu avant. Avant 2. Les choses qui m'effraient, je crois que c'est avant. 41 peut-être. C'est un peu avant les choses qui m'effraient. Tac, une femme plus âgée. Là. Ok. Non, c'est pas là. Ah, voilà. Ah, si, c'était les choses qui m'effraient. Donc si je fais ça, que je viens là, que je fais ça, tac. Normalement, là, vous l'avez. Donc là, il y a marqué, dès le début, c'est Jormungand, j'en suis sûr, c'est la fin du monde. On voit un serpent. Ouais, à la limite. Ok. Mais on a vu que dans la mythologie nordique, Jormungand n'est pas forcément un serpent. Derrière, on a... hop. Donc, ils battent le serpent. Et... hop. Donc là, il met le feu. Voilà. Loki va utiliser un marteau pour détruire le monde. N'importe quoi. Celui qui va détruire le monde, c'est Nika. Juste après... Regardez, arrêtez ça, Loki est plus effrayant. Vous avez tout faux, le plus flippant, c'est Fenrir. Ouais, dans la même case, on a Loki et Fenrir. Vous voyez? On a Loki et Fenrir. Ensuite, on a les fantômes, les droguures, non, c'est les tempêtes, non, c'est Nidhogg, non, c'est Jormungand, ma mère. Vous voyez? On a eu d'abord Jormungand au début. On a eu Loki avec... Est-ce que, du coup, Loki pourrait pas avoir, justement, un fruit du démon qui rassemble tout ça, quoi? Ça serait fou. Ça serait légendaire, en vrai. Ça serait vraiment légendaire. Si c'était ça. Moi, je suis un peu déçu que ce soit encore un dragon. Ouais, c'est vrai que... Enfin, moi, j'attendais autre chose, c'est sûr aussi. Mais je me dis que vu sa forme... si je reviens là, hop. Vu sa forme, j'ai comme une impression que ça sera peut-être pas ce qu'on attend. Vu sa taille, vu la taille qu'il a, je sais pas si ça serait Nidhogg. En vrai, le seul truc qui le rattache à Nidhogg, ce serait le Ratatosk en fait. Mais Nidhogg, franchement, dans le Ragnarok, il a rien de... Comme j'ai dit, hein, la seule mention de Nidhogg dans le Ragnarok, c'est à la fin. Hein, parce que Jormungand,
Fenrir, c'est vraiment des cracks dans ceux qui font le plus de dégâts et qui tuent le plus de dieux dans la mythologie nordique. Nidhogg, il est cité juste à la fin. Tout à la fin. À la fin, voilà. Alors arrive d'en haut un dernier jument, le puissant et magnifique, celui qui tout gouverne. Enfin bon. À voir. Possible que ça soit Nidhogg, hein, mais... à voir. On sait que Jormungand aussi, il a une forme de dragon. C'est un serpent, un dragon. Même Nidhogg, en réalité, Nidhogg est aussi décrit comme un serpent. Hein, à savoir. Je vous mets sur le truc de Nidhogg. Nidhogg est aussi décrit comme un serpent. C'est un dragon ou un serpent de la mythologie nordique. En fait, en réalité, Nidhogg dans la mythologie nordique, c'est un peu aussi Jormungand en fait. Quand on lit la mythologie nordique, Nidhogg est très facilement rattachable à Jormungand lui-même. Et donc peut-être ça pourrait être une forme dragon de Jormungand. En vrai. Parce que Jormungand, c'est pareil, il est autour il fait le tour, il est jeté au fond d'Yggdrasil, enfin voilà. Il est juste posé dans son plumage, mais Loki n'est pas plumé dans sa forme de dragon. Ouais, bon, ça à voir, hein, on voit qu'il y a comme des espèces de pics, tu vois, là. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Après, à la limite, ça peut l'être, hein, c'est pas... Tu sais, enfin, moi, je pensais que c'était Fenrir, ça aurait été sympa que ça soit autre chose qu'un dragon, etc. Fenrir a une très grosse portée dans la mythologie nordique. Maintenant, bon, si c'est Nidhogg à la fin, c'est Nidhogg, il n'y a pas de... Ouais. Donc voilà, mais... Andor est mort fidèle à Ragnar. Ouais. Dommage, je sais pas la strophe 66. Mais ouais, non, après, ça m'est égal, ça. En vrai, c'est pas ce qui est important, je trouve. Enfin, pour sa forme. Même si sa forme, si je vais au... sa forme au chapitre 1170. Hop, on revient. Ouais, ça me fait... Je vois pas le dragon là. Même Kaido, dans sa forme hybride, il est très humain, tu vois. Il n'a pas ce long cou, ce machin. Et là, il n'a pas de long cou, en fait. Si on regarde, son cou est très proche du corps. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir un énorme cou. À voir. Hein. On verra ce que nous propose là. Hein. Mais je suis pas sûr que ça soit... Ça peut être un Scamdoda. Hein. Peut nous la faire à l'envers. Hein. C'est pas juste les arbres qui détruisent son passage. Non, regarde autour de sa tête, là, il y a plein de pics et tout. Ça peut être un plumage. Il n'y a pas de... À voir. Écoute, ça peut être... on verra bien. Hein. En vrai, c'est pas ce qui est... Ça m'importe pas énormément non plus. Je suis pas... Je préfère me tromper sur ça, sur le fruit du démon de Loki,
et avoir raison sur la suite que ça. Maintenant, parlons de la suite. Ouais, mais j'espère vraiment qu'il y aura d'autres formes parce que je suis vraiment pas hypé de le voir combattre à une taille de 500 km. Je pense qu'il va se mettre en hybride et qu'il va reprendre une taille correcte. Hein. Maintenant, est-ce qu'il peut grandir sa taille parce que est-ce que si c'est un mix entre Fenrir, Jormungand, Nidhogg, etc., ça pourrait être cool, en vrai. Mais ça pourrait justifier sa taille aussi immense. Tu me diras, Kaido était immense aussi en forme dragon. Hein. Mais là, il est particulièrement immense quand même. Voilà. Bon. Je pense qu'on a fait le tour, on verra bien. Hein. Bah oui, parlons de la suite, parce que là, du coup... là, on se dit, clairement... ça va. Il y a Loki, machin, c'est fini, Ymue ne pourra rien faire. Et ça, en fait, c'est, je vais le dire, c'est une façon de narrer pour mettre en valeur Ymue après. Je m'explique. En gros, là, il dit, il met une puissance incroyable, il fait sortir une puissance incroyable de son chapeau, etc. Du coup, ça réduit l'impact un peu de l'arrivée d'Ymue, etc. Et on se dit, c'est bon. Ils vont s'en sortir. Les enfants sont pas libérés, mais ils sont saufs. Parce qu'ils sont toujours dans les ronces, je crois. Est-ce qu'on a vu? Non, ils sont plus dans les ronces. Ah, même les ronces sont... il a lâché son pouvoir des ronces. Ok. Donc, les enfants sont libérés. Et du coup, on se dit, c'est bon. Ils vont s'en sortir, tout va bien. Mais il y a Ymue. Et le fait qu'il y ait Ymue va faire qu'il va y avoir une contre-force derrière. Mais là, ouais, je pense qu'Oda les aurait dessinés s'il y avait les ronces. Oui, vu que tu dis c'est pas sûr que les ronces sont vu que sont invisibles, mais je pense que Oda les aurait dessinés là autour de Couronne, etc. Ça aurait été Ah oui, la fille a dit que ça faisait un peu mal. Ça picote pas mal. Ah oui, ça picote pas mal, d'accord. Ouais, oui, donc oui, il doit encore avoir les ronces. T'as peut-être raison. Ouais, c'est vrai. J'avais pas fait attention à ce petit détail. C'est vrai, vous avez raison. Du coup, ils ont sûrement toujours les ronces, mais au moins ils sont un peu libres de leur mouvement. Donc les ronces servent plus à grand chose. Peut-être vu qu'il a fait un serpent, aller à faire des constrictors autour des enfants. Et il va peut-être les serrer autour, comme un serpent constrictor, avec ses ronces. À la limite, on peut avoir ça. Peut-être là, ça serait bien qu'il y ait Zoro qui coupe ou une pas coupe et qui coupe les ronces. Ce serait pas mal. Ensuite, le fait de faire sortir quelque chose d'aussi imposant et tout ça, on va se dire... En fait, le lecteur va se dire, c'est bon. Ça passe, c'est bon, ils vont s'en sortir. Là, on ne peut pas lutter contre ça. Et en fait, Oda, il va mettre la couche derrière. C'est qu'il va faire en sorte de te montrer qu'en fait, en face, c'est Ymue. En fait, et il va faire comprendre à tout le monde qui est Ymue. Qui est Ymue, quoi. Et c'est ça qui va être fort. C'est ça qui va être impressionnant. Et je pense que Ymue va faire pop Uranus au-dessus. Hein. Et ça sera beau de voir Loki et Luffy voir avec leur acquis de l'observation avancée la destruction d'Elbaf par l'arme. Ça pourrait être incroyable.